Bienvenue dans un nouvel épisode de From the Block. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un reconverti de la finance traditionnelle, qui très tôt a décidé de consacrer son temps et son énergie à développer des infrastructures sur le réseau Bitcoin. Romain Roufaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc un ancien trader de chez Crédit Suisse et Société Générale, qui depuis 2015 a monté deux sociétés. Une première Belém, qui était une sorte de lab dédié au conseil, au développement et à la formation autour des technologies blockchain, et depuis 2019, LN Markets, première plateforme de dérivés construite sur le Lightning Network. Nous allons revenir sur ton parcours, ta rencontre en 2015 avec le Bitcoin, sur les raisons qui t'ont convaincu à lancer LN Markets, sur ta vision du rôle du Lightning Network dans le développement de l'adoption du Bitcoin, et plus largement de ta perception des enjeux à venir autour de la technologie blockchain. Romain, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup de me recevoir et merci pour cette introduction qui est déjà assez complète, hein. Donc, Il faut creuser maintenant. bien sûr, il faut y aller un peu plus. Donc, effectivement, je m'appelle Romain Roufaël. J'aime bien le préciser. Moi, j'ai une formation qui est commerciale. Donc, j'ai pas une formation d'ingénieur et je trouve ça important parce que souvent, on a tendance à imaginer l'univers de Bitcoin et de la crypto en général comme un univers assez opaque, extrêmement complexe, pour lesquels il faudrait être expert en cryptographie ou en informatique pour pouvoir s'y faire une place. Pas du tout. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de jobs. Il y a énormément de compétences diverses qui sont requises dans ce secteur-là. Donc voilà. Donc moi j'ai fait une école de commerce. J'ai été diplômé de l'ESSEC en 2008. J'ai commencé à travailler en finance de marché effectivement, côté trading. Je fais du trading haute fréquence dans les salles de marché à Londres, à Paris, et après j'ai évolué dans les métiers du conseil et de la formation en finance de marché. C'est dans ce cadre-là que je suis parti à Hong Kong pour développer la filiale de la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque, et c'est là que j'ai découvert Bitcoin. Alors en fait, quand j'étais à Hong Kong, donc voilà, grosse place financière, Bitcoin c'était un sujet qui était évoqué, voilà, qui apparaissait de temps en temps. Il y avait des news un peu dans les journaux, dans le Bloomberg sur Bitcoin. Donc j'ai essayé de m'y intéresser un peu de loin, mais à vrai dire, je comprenais absolument rien parce que c'était les articles qui paraissent assez ésotériques, hein, donc une monnaie qui fonctionnait sans banque centrale, qui s'appuyait sur des réseaux de mineurs pour sécuriser des transactions. Enfin, ça paraissait très 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 obscur, très confus. Et donc, à vrai dire, j'avais abandonné toute ambition de comprendre ce que c'était vraiment, jusqu'à ce que dans ma rue, voilà, dans la rue dans laquelle je vivais, apparaisse un magasin avec le grand B de Bitcoin, hein, ce logo reconnaissable. Et ce magasin, c'était ce qu'on appelle un Bitcoin ATM, c'est-à-dire un distributeur de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un peu comme un distributeur de monnaie classique, sauf que distributeur de monnaie classique, on met sa carte et on retire des billets. Là, c'était un peu l'inverse. C'était une start-up qui proposait ce service qui est en fait une sorte de comptoir de change. Vous pouvez rentrer des billets, des Hong Kong dollars. La machine proposait un cours de change, Hong Kong dollar, Bitcoin. Et si on le voulait, si on l'acceptait, on pouvait échanger ces billets contre des jetons Bitcoin envoyés directement sur un wallet, donc sur un portefeuille numérique, une sorte d'app qu'on avait sur son téléphone. Donc j'étais curieux, j'ai voulu essayer, et quand j'ai fait ça, en fait, j'ai trouvé ça assez fantastique parce que je me suis rendu compte qu'avec Bitcoin, on pouvait résoudre un problème que j'avais depuis que j'étais arrivé à Hong Kong, qui était celui des transferts internationaux. Bien C'est-à-dire que sûr. pourtant j'étais assez bancarisé, mais à chaque fois que je voulais envoyer de l'argent à ma famille, à mes frères par exemple en France, et faire un transfert de Hong Kong dollars de mon compte local à Hong Kong vers un compte en euros, et ça prenait plusieurs jours, et surtout ça me coûtait beaucoup d'argent. Et je trouvais que ça me coûtait beaucoup trop d'argent. C'est pour donner un ordre d'idée, hein, si je voulais envoyer 100 euros, mon frère allait recevoir de l'ordre de 92 euros en prenant les commissions au bout de 2-3 jours. Et je trouvais ça assez dingue, en fait, que les frais de commission soient aussi élevés, surtout dans deux zones financières quand même très développées.
Et puis, j'ai compris qu'en fait, avec Bitcoin, ce que je pouvais faire qui était beaucoup plus rapide et qui allait me coûter beaucoup moins cher, c'était de convertir mon compte dollar en Bitcoin et d'envoyer des Bitcoins à mon frère. Et lui, une fois qu'il avait ses jetons Bitcoin ou ses fractions de jetons Bitcoin, eh ben, il pouvait aller l'échanger. Alors, à l'époque, il y avait un endroit qui s'appelait la Maison du Bitcoin Bien sûr. à Sentier, dans le quartier C'est la Sentier. maison mère de Ledger et Coinhouse. Exactement, dans lequel il pouvait aller avec ses bitcoins et les échanger contre des euros. Et en fait, faire ça, ça permettait d'envoyer de l'argent et de le recevoir en une dizaine de minutes. Hein. Et quand j'envoyais 100, il recevait à l'époque, on va dire 99,5. Voilà, les frais de transaction étaient assez faibles. Donc en fait, ça m'a permis de réaliser ça, que avec Bitcoin, on avait créé un nouveau moyen, une nouvelle architecture de paiement, complètement open source, complètement libre, sur Internet, pour permettre de faire des paiements dans le monde entier instantanément. Et quand on a l'habitude de voir en fait toute la plomberie financière qui est utilisée pour faire circuler la monnaie dans le monde entier, on en a pas mal parlé récemment, les réseaux SWIFT, voilà, toutes ces choses-là, cette plomberie qui date un peu des années 60, 70 dans des langages que plus personne sait coder, etc. Bah là, je trouvais ça Le COBOL. fascinant, en fait. Exactement, le COBOL. Je trouvais ça fascinant d'avoir une nouvelle architecture qui émergeait, faite à l'ère d'Internet, qui puisse permettre de transférer de la valeur dans le monde entier. Alors, bien sûr, c'était pas ce cas d'usage-là, on va dire, présentait quelques limites, c'est-à-dire il faut que la personne à qui on envoie des bitcoins puisse les échanger et un endroit sur lequel elle puisse les échanger. Bien sûr, il peut y avoir une volatilité du cours du bitcoin, etc., etc. Il y a des limites. Mais même, En en tout fait, cas, en 2015, j'espère que ton frère ne les a pas vendus et qu'il les a gardés. je crois pas. À l'époque, on les vendait facilement. C'est quand on repense à tous ces achats qu'on a fait en Bitcoin, parfois on se mord un peu les doigts, mais c'est pas grave. C'est ça aussi une monnaie, c'est fait pour être dépensé. Et donc en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de creuser ce sujet-là. J'ai compris qu'on pouvait transférer de la valeur sur Internet instantanément sur ce nouveau type d'architecture. Et en fait, à cette époque, le terme blockchain commençait à émerger, hein, même si c'est un peu c'était un peu une invention marketing, mais on commençait à parler de blockchain. Ils disaient Bitcoin, grâce à la technologie blockchain, ça permet de faire ces transferts. Et c'est à ce moment-là que le discours blockchain commençait à émerger. Il y a Blythe Masters, la banquière anglaise, qui a inventé les produits dérivés de crédit, qui faisait la couverture de Bloomberg Market en disant "It's all about blockchain". La blockchain, ça va tout changer. Grâce à la blockchain, on va pouvoir révolutionner la façon dont on traite tout un tas d'instruments financiers, etc. Donc, c'est un peu le moment où émergeait. Il y avait Bitcoin d'un côté et émergeait un peu ce discours blockchain va tout changer dans la finance. Donc moi, Puis on est venant au du début monde, d'Ethereum aussi à ce moment-là, finalement, en 2015. oui, tout à fait. Alors moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas assez pour vraiment suivre, mais effectivement, on était sur le white paper, la mise en place d'une ICO et tout. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai suivi d'un peu loin, puisque j'ai commencé à m'y consacrer après, juste après, je crois que l'ICO d'Ethereum, ça doit être à l'été 2015, et j'ai commencé à vraiment m'y mettre à temps plein fin 2015, quelque chose comme ça. Donc pile pour rater l'ICO d'Ethereum. Bravo. Voilà. Voilà, exactement. Bon timing. Non, et donc plus sérieusement, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça fantastique. Il s'est avéré que déjà j'en parlais à Hong Kong avec un ami qui est devenu mon associé depuis 7 ans, qui s'appelle Com, qui lui aussi travaillait dans la finance, et on discutait un peu de Bitcoin, et il s'est avéré que on rentrait tous les deux en France au même moment, que ce sujet nous intéressait et qu'en fait nous intéressait tellement qu'on avait envie de le creuser, voire de s'y mettre à plein temps et de commencer à entreprendre un peu dans ce secteur-là. Et donc on a commencé en fait déjà à essayer de comprendre vraiment ce qu'était Bitcoin plus en profondeur. Donc, il y avait Princeton, l'université Princeton. À l'époque, il y avait assez peu de ressources. L'université Princeton avait fait un cours en ligne sur Bitcoin avec un textbook qui était très bien fait. Donc, on a commencé à dévorer ça, puis à voir des vidéos d'Antonopoulos, etc., et à vraiment creuser ce sujet et à se dire on a envie d'explorer, on a envie de s'y mettre à temps plein. Comment faire et que faire. Et en fait,
C'est marrant parce que un peu dès le début, on avait eu cette idée qui n'était pas du tout une idée révolutionnaire, hein, mais de se dire, ce serait marrant de créer une sorte de place de marché. On vient un peu de l'univers des marchés financiers. Ce serait marrant de faire des produits financiers autour de Bitcoin, voire des produits dérivés de la valeur de Bitcoin dollar. Mais c'était encore très tôt et à l'époque, on parle d'un marché qui était, même si aujourd'hui il reste petit, par rapport aux instruments financiers classiques, hein, il était beaucoup plus petit. Donc on trouvait ça un peu tôt. Et donc on a monté effectivement une société Belém, qui était une sorte de laboratoire expérimental autour de toutes ces choses-là, autour de Bitcoin et des technologies blockchain en général, même si on n'aime pas trop ce mot, plus les protocoles blockchain. Et on a fait plusieurs choses, de la formation, du conseil, du développement de solutions, plutôt pour des institutions financières ou des banques centrales. Et donc là, l'idée, c'était d'explorer comment, en fait, on pouvait utiliser ce terme de blockchain dont on parlait beaucoup à l'époque, hein, comment on pouvait utiliser la technologie sous-jacente à Bitcoin en quelque sorte pour inventer des nouvelles architectures financières. C'est quelque chose qu'on a fait pendant plusieurs années et qui a été extrêmement formateur pour nous parce que ça nous a permis de bien comprendre de façon très appliquée les limites Pour des formateurs, c'est intéressant. Ouais. De ça. Ah ouais, mais c'est la meilleure façon d'apprendre, hein, c'est de faire. Bien sûr. Mais surtout qu'on était, la technologie était encore un peu balbutiante, c'est-à-dire que Bitcoin était déjà, on va dire là, mais toutes les autres blockchains, surtout Ethereum, étaient encore un peu balbutiantes à l'époque. Donc tout le monde apprenait un peu en même temps, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, c'était le début, c'est vrai, d'Ethereum. Ethereum qui a pas mal séduit dans le domaine bancaire parce que avec son langage, enfin avec la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents qui ont donné naissance aux jetons, aux NFT, etc. La possibilité de le faire de façon simple. Mais en fait, à l'époque, il y avait un peu deux grands axes, on va dire, de développement. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'était vraiment le cas. Il y avait d'un côté tout ce qui était protocole public, comme Bitcoin, Ethereum, voilà. Maintenant, on parlerait de Solana, Avax, tout ce que vous voulez. Et le côté blockchain d'entreprise ou blockchain de consortium ou blockchain privé, qui était l'idée qu'avaient certaines institutions financières ou des entreprises d'essayer de s'approprier cette technologie pour réinventer leurs architectures financières, par exemple, pour réinventer la façon dont elles traitaient les instruments financiers entre elles. Et en fait, sur toute cette phase exploratoire, on était vraiment au tout début. Nous, on a été, avec Belém, une des premières sociétés membres d'un consortium qui s'appelait LabChain, qui était piloté par la Caisse des dépôts. Consortium qui réunissait plusieurs entreprises, qui réunit institutions toujours, financières. Ouais, tout à fait. Qui réunit toujours plusieurs entreprises, institutions financières pour réfléchir sur ces sujets-là. Et en fait, ça a été assez formateur, effectivement, pour nous de travailler sur ces projets avec des entreprises, parce qu'on a pu se rendre compte que on pouvait pas appliquer la blockchain partout et que il y avait des cas d'usage, d'une part des cas d'usage bien spécifiques sur lesquels ça avait du sens de pouvoir utiliser ça, et d'autre part que la blockchain n'était pas la solution pour tout. Et pour tous les problématiques des institutions financières ou d'autres d'ailleurs, hein, parce que vous n'avez pas travaillé que pour des institutions financières. Non, c'est vrai, exactement. Il y avait un peu, et c'est marrant, il y avait à l'époque, en 2016-2017, une sorte de hype autour de la blockchain très forte, comme on l'aurait un peu aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, même si c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai qu'il y avait des études à l'époque de McKinsey qui sortaient, qui disaient mais la blockchain va tout changer, ça va impacter une centaine de secteurs, des centaines de milliards de dollars d'économie, etc. Et en fait, très vite, nous, on était curieux, on avait envie d'explorer ces sujets-là, et en fait, très vite, qu'on a commencé à travailler sur des projets avec des entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines limites, et notamment un paradoxe assez essentiel, qui est venu assez vite. C'est-à-dire que ça nous est arrivé plusieurs fois en fait de faire des projets avec des entreprises et souvent le canevas de réflexion ça va être de partir de ce qu'on connaît, ce qui existe,
ce qui marche, ce qui permet de transférer de la valeur dans un cadre public, c'est-à-dire des blockchains publiques, et de se dire, bah tiens, ça, comment on pourrait essayer de l'appliquer à notre métier? Voilà. Il y avait l'idée, en gros, pourquoi les entreprises voulaient utiliser la technologie blockchain ou des institutions financières, c'était cette idée de se dire, Bitcoin, ça permet d'échanger de la valeur sans intermédiaire. Bah, nous, en tant qu'institution financière, pour pouvoir permettre le règlement livraison de titres, on a recours à tout un tas d'institutions financières. On a recours à des teneurs de compte, à des dépositaires, à des clearers. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien, ça fonctionne même bien dans l'ensemble, mais ça prend du temps et ça nous coûte de l'argent. Si on utilisait la blockchain pour les désintermédiaires, vous voyez, parce que Bitcoin, ça fonctionne sans banque centrale, sans institut de contrôle, sans administrateur, etc. Donc, la grande idée autour de la blockchain pour l'entreprise, c'était de se dire, bah, si on utilisait la technologie sous-jacente pour se passer d'intermédiaires et pour, in fine, avoir moins de coûts. Et dans un contexte pour les banques, les institutions financières de taux bas, avec des coûts réglementaires en hausse, ça faisait du sens de vouloir économiser là-dessus. Donc, l'enjeu souvent de ces projets, c'était de se passer d'un intermédiaire. Voilà, en se disant, avec la blockchain, on va se passer d'un intermédiaire. Et assez souvent, ce qui se passait au début d'un projet blockchain, c'est que on partait de ce qu'on connaît. Voilà, je reviens là-dessus. Le protocole public. Alors, Bitcoin, ça permet de transférer de la valeur sans intermédiaire. Comment ça fonctionne? Il y a un consensus, c'est la preuve de travail. Voilà. Bon, ça demande beaucoup de ressources, etc. Ça consomme de l'énergie. Bon, nous, si on est entre institutions financières et qu'on veut créer cette architecture-là, on se connaît, on se fait confiance, on n'a pas besoin de ça, on va plutôt voter. Bon, ok. Bitcoin, c'est sécurisé. Ça, on aimerait bien garder ce même niveau de sécurisation. Vous voyez, par exemple, en revanche, Bitcoin, et c'est là où on arrive au paradoxe, enfin Bitcoin, Ethereum et les autres, on arrive au paradoxe le plus essentiel. Dans Bitcoin, Ethereum et toutes les autres blockchains, les transactions sont publiques. Tout le monde peut voir les transactions. Alors, on ne sait pas, par exemple, que Romain a envoyé un Bitcoin à Alexis, mais on sait qu'une clé publique qui appartient à quelqu'un a envoyé un Bitcoin à la clé publique de quelqu'un d'autre. Public mais anonyme, voilà. Exactement. Souvent le terme de pseudonymique qu'on va employer. Et ça, c'est quelque chose que ne veulent pas les institutions financières, parce qu'elles se disent, vous voyez, non mais ça, le fait d'avoir des transactions publiques, c'est pas quelque chose qu'on veut en fait. Ce qui se comprend en fait, quand on comprend le métier financier, Société Générale ne veut pas que BNP voit qu'il a échangé un titre financier avec Crédit Agricole. Ou même si on est une banque privée, par exemple, je sais pas, si on a tous les assets de nos clients, on n'a pas forcément envie de savoir que tout le monde puisse savoir exactement combien détiennent les clients. Donc c'est aussi un attribut de la banque de pouvoir garder un petit peu le secret sur les assets. Tout à fait. Et donc, du coup, on arrive à un paradoxe essentiel, c'est que dans Bitcoin, on arrive à un consensus. Dans Bitcoin, Ethereum, les protocoles publics, on arrive à un consensus, on arrive à se passer de tiers de confiance parce que tout est public, parce que tout le monde a la même information. On peut tous vérifier ces informations et former un consensus. Mais à partir du moment, dans un cadre entreprise, où on ne veut pas partager ces informations, où on ne partage pas d'informations, ça devient très très compliqué de former un consensus, de se mettre d'accord et in fine de se passer d'intermédiaire. Voilà. Et donc en fait, il nous a fallu quelques projets pour nous faire ce constat-là et se rendre compte un peu de ça. Et c'est ce qui nous a amené à réaliser en fait que tout ce qui était projet blockchain pour entreprise, en tout cas dans la façon dont c'était construit à l'époque, ne pouvait pas aller bien loin parce que ça va à l'encontre, ça allait à l'encontre du modèle d'une entreprise. Voilà. Après, il y avait un autre sujet aussi qui était la régulation et le fait que, en fait, on pouvait pas tout tokeniser et tout faire représenter. On ne pouvait pas représenter tous les titres dans la blockchain et en tout cas créer des vrais marketplaces pour les secondaires, pour les échanger. Donc, ça limitait aussi toute cette vague de tokenisation que les gens vous souhaitaient faire à l'époque. Tout à fait, non, tout à fait. C'est un autre très bon point, c'est que en fait, une blockchain, c'est sourd, muet et aveugle. Ça ne comprend que ce qu'elle voit dans son registre, c'est-à-dire un objet natif digital, et ça ne vous dira jamais si une information est vraie ou fausse. Donc nous, à cette époque, par exemple, et c'est une petite anecdote là-dessus, on a eu le Conseil supérieur du notariat qui est venu nous voir pour nous dire, mais nous, on a très peur, avec la blockchain, on va disparaître.
Pourquoi ? Parce que on est le tiers de confiance par excellence. Avec la blockchain, on peut arriver à certifier des choses sans recours à la confiance. Donc voilà, il faut nous aider. Et on leur dit, on va vous rassurer tout de suite, vous n'allez pas disparaître, tout va bien, puisque vous avez une activité qui a trait au monde réel. Vous certifiez un mariage, un acte authentique, etc. Donc ça, on aura toujours besoin d'un tiers du monde réel pour le faire. Et donc effectivement, à partir du moment où on traite des informations du monde réel, on ne peut pas se passer d'un tiers de confiance pour certifier qu'une information est vraie. C'est une Donc à sorte ce d'oracle, moment-là, en fait. Dans des termes blockchain, les notaires, ce sont des oracles. exactement, ouais, tout à fait, c'est un peu ça. Donc voilà, seconde raison, et la troisième étant que, mais ça on l'a moins aujourd'hui, construire sur des infrastructures privées n'a pas vraiment de sens et s'apparente plus à de la base de données classique telle qu'on la connaît. Voilà, ça a plus de sens de construire sur des infrastructures publiques, mais ça on est voilà. Donc voilà pour pour cette partie, mais ça a été hyper intéressant du coup et ça nous a permis de bien comprendre tous ces sujets-là et aussi de nous rendre compte que du coup, en revanche, là où on voyait énormément de valeur toujours et ça continuait, c'était Bitcoin. Voilà, Bitcoin qui continuait à faire une quantité, à traiter des millions de dollars toutes les heures. Bitcoin qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui reste un système ultra sécurisé, qui n'a jamais été hacké, qui permet de transférer de la valeur dans le monde entier. D'autant plus que à cette époque-là, donc là on est en 2018-2019, il y a une technologie qui commence à apparaître. Il y avait qui s'appelle le Lightning Network, donc le réseau éclair, puisque Bitcoin a été conçu de telle sorte qu'il y avait une limite dans le nombre de transactions, en gros dans le volume de transactions qu'il est possible de faire sur le réseau Bitcoin, qui était volontairement assez basse, de l'ordre de 7 transactions par seconde, afin d'assurer la décentralisation du réseau. Alors c'est un peu vague comme terme, la décentralisation du réseau, mais c'est l'idée de dire que n'importe qui, sur son ordinateur personnel, puisse faire tourner le réseau Bitcoin, avoir l'ensemble des transactions, etc. Donc, afin de garantir un peu cette décentralisation, le volume de transactions était volontairement bas. Mais à partir de 2016-2017, il y a commencé à avoir des discussions au sein de la communauté Bitcoin et des dissensions parce que les gens ont commencé à réaliser qu'il était important d'augmenter ce débit si on voulait à terme que ce soit un réseau de paiement qui puisse concurrencer Visa, Mastercard, etc. Et qui, eux, peuvent faire des dizaines de milliers de transactions par seconde, parce que, si on parle de l'ensemble des transactions mondiales en permanence, quand on va dans des magasins, etc. Donc, c'est vrai qu'avec 7 transactions par seconde, avec Bitcoin, on est loin du compte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a deux camps qui se sont un peu opposés. Il y a un camp qui a dit, il y a une solution très simple. On a mis une limite un peu arbitraire basse à 7 transactions par seconde. On peut l'augmenter, cette limite. Donc, on pourrait la passer à 100, 1000, 10 000, 50 000 transactions par seconde. Voilà. Et il y a eu un autre camp qui, lui, était en faveur de dire, on a réfléchi à un système qui s'appelle le Lightning Network, qui est une couche sur Bitcoin qui permettrait de jouer le rôle en quelque sorte de chambre de compensation au-dessus de Bitcoin. Et la promesse du Lightning Network, c'est de dire on va pouvoir faire des centaines de milliers, voire des millions de transactions à la seconde pour un coût très faible, avec les mêmes garanties mathématiques, les mêmes garanties cryptographiques que sur Bitcoin, avec le même niveau de sécurité que sur Bitcoin. Le principe, en fait, pour le résumer de façon assez simple du Lightning Network, c'est comme si, Alexis, toi et moi, on va dans un bar, on sait que ça va être une longue soirée. Voilà, on a beaucoup de choses à se raconter. Avec plaisir. Et donc, plutôt que de payer, après chaque verre d'eau gazeuse, on va décider d'aller voir le patron, on va lui demander d'ouvrir une note. On va lui dire on met chacun 50 € pour ouvrir une note et maintenant tout ce qu'on va consommer va être sur cette note et à la fin on va solder la note. Donc le commerçant va du coup, si on n'a pas dépensé toute la note, nous rendre un peu d'argent, etc. C'est le même principe avec le Lightning Network. Donc l'idée c'est d'ouvrir, c'est une couche sur Bitcoin qui permet d'ouvrir des canaux de paiement. Donc toi et moi on va mettre des bitcoins en dépôt sur la blockchain Bitcoin. Si on sait qu'on va
faire beaucoup de transactions. On va faire tout un tas de transactions, on va pouvoir en faire un nombre très important, des centaines de milliers, des millions, etc. Et puis à la fin, on va avoir un solde, par exemple, toi 0,7, moi 0,3, et on va régler ce solde dans la blockchain Bitcoin qu'on n'aura plus besoin de transacter. Donc ça, c'est le principe d'un canal de Donc il y a une paiement. finalité. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a une finalité sur la blockchain Bitcoin. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est le principe d'un canal de paiement. Et en fait, le principe du réseau Lightning, du réseau éclair, c'est de passer du canal au réseau tout entier, c'est-à-dire se dire que on n'a même pas besoin, toi et moi, d'avoir un channel, un canal de communication direct, hein, mais qu'on peut passer par un réseau pour router le paiement jusqu'à toi. Donc, la promesse nous a semblé assez incroyable du Lightning Network. Donc, on était au tout début en 2018 parce que c'était tout ce qu'on avait toujours voulu sur Bitcoin, c'est-à-dire dire c'est une monnaie sans tiers de confiance, on peut faire des paiements dans le monde entier avec un coût très faible et en quantité très importante. Donc, on a commencé à s'y intéresser. Il y a plusieurs équipes. Et sans compromettre la sécurité de Bitcoin, parce que j'imagine bien que modifier le code de Bitcoin pour pouvoir faire 50 000 transactions par seconde, ça a des incidences sur la sécurité du protocole. Tout à fait, ouais. Alors, il y a eu un schisme dans le réseau Bitcoin, puisqu'effectivement, ceux qui voulaient juste augmenter le débit, tout simplement, ça a abouti à la création de Bitcoin Cash. Et donc, il y a une fourche dans le réseau avec une branche Bitcoin, on va dire, un peu canonique sur laquelle a été implémenté le Lightning Network, qui est le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, et une branche un peu concurrente qui est Bitcoin Cash, sur lesquels les blocs de transactions sont plus grands, mais qui n'a pas connu de succès réel, et qui aujourd'hui plutôt je dirais pas en voie d'extinction, mais qui a pas du tout le même succès que la branche Bitcoin générale, effectivement. Parce que ça pose tout un tas de nouvelles questions et notamment un risque de centralisation du réseau beaucoup plus fort. Un risque d'attaque aussi, Enfin, voilà. En termes de sécurisation, c'est moins bon. Tout à fait. Donc Lightning se présente comme la bonne solution pour la scalabilité de la blockchain Bitcoin. Tout à fait. Et il y a un point que tu as dit qui est essentiel aussi, c'est que c'est une couche sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont ça a été conçu, c'est que, en gros, si Lightning devait échouer pour une raison ou une autre, ça ne compromettrait en rien la couche principale Bitcoin. Voilà, c'est vraiment une couche sur le réseau Bitcoin, un peu à la façon dont l'Internet a été construit par une succession de couches. Donc voilà, c'est assez robuste. Au début, c'était juste un papier, comme il y a eu le livre blanc de Satoshi Nakamoto, le fameux. Il y a eu un livre blanc du Lightning Network, du réseau éclair, qui était plus complexe, plus complexe et plus long. C'est assez compliqué la mécanique du réseau Lightning. Il n'y avait pas encore d'implémentation, il n'y avait pas encore de code, il n'y avait pas encore de logiciel complet. Et puis il y a 3 grandes équipes qui ont commencé à travailler sur une implémentation du Lightning Network, dont une en France d'ailleurs, par la société A5, dans laquelle la BPI, la Banque publique d'investissement, a investi. Et donc 3 implémentations du réseau, 2 américaines, une française principale, qui ont commencé à émerger du réseau Lightning, et puis le réseau a commencé à apparaître. Donc, nous, toujours dans cette idée d'expérimentation, on a voulu jouer un peu avec ce réseau Lightning en 2018, voir comment il marchait. Et donc, pour ce faire, on a décidé d'ouvrir une boutique éphémère sur le réseau Lightning. Et donc, on a vendu des chaussettes Bitcoin. Voilà, parce qu'à l'époque, on était à Station F, l'incubateur, et nos voisins, c'était une start-up qui faisait des vêtements, des sacs à dos, etc. Et donc, en partie des chaussettes. Et c'est devenu une marque assez connue d'ailleurs. Et donc on leur a dit faites-nous un carton de chaussettes Bitcoin et comme ça nous on va les vendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ouvrir ? Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une boutique sur le réseau Lightning ? Alors en fait c'est un site, donc c'était juste un site Lightning Shop, je crois qu'on avait appelé quelque chose comme ça. Donc on proposait, on avait fait un petit marketing sur les chaussettes. Et si on voulait acheter ces chaussettes, au lieu d'avoir un paiement traditionnel carte bleue ou un
paiement Bitcoin, il y a un paiement Lightning Network et comment ça se passait. Alors, pour pouvoir payer, il fallait avoir sur son téléphone un wallet compatible avec le réseau Lightning. Et en fait, là où on a pu voir vraiment la magie du réseau Lightning, c'est qu'au moment où la personne mettait, je mets 5 paires de chaussettes dans mon panier, le premier client était en Australie, quelqu'un en Australie qui prend 5 paires de chaussettes, okay, il y a un QR code qui s'affiche pour lui, il le scanne et boum. Et c'est-à-dire que boum, nous, Le paiement est immédiat. le paiement immédiat. Il n'y a même plus 10 minutes, il n'y a même plus rien, c'est le Il n'y a paiement même plus immédiat. 10 minutes, le paiement est immédiat. Voilà, instantanément, nous, notre compte est crédité, on a les bitcoins, personne ne peut revenir dessus. Et ça, en l'absence d'un tiers de confiance. Donc là, waouh, il y a la monnaie du futur en quelque sorte, ou le réseau de paiement du futur, parce qu'on peut instantanément transférer de la valeur. Et donc, vous avez vendu toutes vos chaussettes? On a vendu toutes nos chaussettes. On en a vendu assez rapidement. On n'en a plus d'ailleurs. On est un peu triste parce qu'on aurait dû en garder, un peu pour nous. Mais donc, on a vendu notre carton, on a expérimenté ça et en faisant ça, voilà, on a vu les propriétés du réseau Lightning en tant que réseau de paiement. Et puis, il y a toujours ce fonds financier qui nous est un peu revenu. Hein. On s'est dit, en termes de paiement, c'est hyper efficace et même aujourd'hui. Hein, enfin, encore plus aujourd'hui, puisque le réseau Lightning s'est largement développé depuis. Par exemple, on a voulu aider une association humanitaire en Afrique en leur envoyant des fonds sur le réseau Lightning. Ça a été instantané, ça nous a coûté quasiment 0 en frais de transaction. Ça aurait été impossible à faire avec le système bancaire traditionnel. Les moyens de paiement n'existent déjà pas, voilà, ou même s'ils existaient, ça aurait été un coût prohibitif. Et est-ce que tu pourrais juste, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais pour nos auditeurs qui ont envie d'essayer cette expérience du Lightning Network, est-ce que tu aurais des noms de wallets qu'ils pourraient télécharger sur leur téléphone pour pouvoir envoyer justement des bitcoins à leurs amis? Oui, tout à fait. Alors, il y a un wallet. On va être cocorico. Hein, on va faire la promotion du Made in France. Il y a un wallet français qui est très bon, qui est intuitif et qui est très sécurisé et simple. Il s'appelle Phoenix. Donc, il est fait par la startup A5, qui est la startup française qui a fait une des implémentations du Lightning Network. Donc, il s'appelle Phoenix. Phoenix. Et donc, il se télécharge. Il y a une application iOS, une application Android. Et pour pouvoir, une fois qu'on l'a téléchargé, il faut envoyer des jetons Bitcoin sur ce wallet et on peut accéder au réseau Lightning de façon très simple. Voilà. Et alors, j'ai l'impression que sur les wallets, en fait, il y a 2 types de wallets. Il y a les wallets Bitcoin et les wallets Lightning Network. Est-ce que quand on envoie des Bitcoins sur un wallet Bitcoin, on peut tout de suite utiliser Lightning Network ou après il faut transférer ces bitcoins sur le Lightning Network? Eh bien alors c'est un très bon point et je pense que alors la réponse est non, pas encore. C'est aujourd'hui on a plutôt la grande majorité sont des wallets Bitcoin et tous n'ont pas cette fonctionnalité Lightning Network. Et j'espère que ce sera de plus en plus le cas. J'espère qu'on fera même plus la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, un wallet comme Phoenix, c'est un wallet à la fois Bitcoin et Lightning. Et donc, pour pouvoir accéder au réseau Lightning, il faut s'envoyer des fonds sur ce wallet Phoenix et donc on peut accéder au réseau. Voilà. Mais là, pour moi, même j'ai envie de dire, disons la vision long terme, hein, c'est que même le terme Lightning où la connaissance de ce réseau doit disparaître. Et je veux dire, ça sera un succès uniquement si ça devient invisible en fait. Si on n'a plus à se poser cette question de est-ce que c'est un wallet Lightning, est-ce que c'est un wallet Bitcoin, est-ce qu'il est compatible, etc. Et à terme, je pense qu'on va aller vers l'ensemble des wallets qui seront naturellement compatibles avec Lightning et qu'en fait, on aura juste 2 options, envoyer en instantané ou envoyer par la chaîne principale. Voilà, ça sera une UX simple qui permettra de faire en sorte que l'utilisateur n'ait même pas à le voir, quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça reste aujourd'hui. C'est vrai pour Bitcoin comme dans la crypto en général. Je pense que ça reste aujourd'hui un des grands axes d'amélioration, c'est la simplification de l'interface utilisateur. De l'interface utilisateur. Qui est encore un peu une punition pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, et c'est ce que je dis souvent quand on regarde un smartphone aujourd'hui, on l'utilise beaucoup trop tous et on s'en veut tous les jours. Mais pourquoi? Parce que il y a eu la magie d'abstraire complètement toute difficulté. On n'a aucune idée de ce qu'est TCP/IP, Internet, etc. On ne veut pas le savoir d'ailleurs. On l'utilise juste parce que ça nous amène des services qu'on juge de valeur.
Et Bitcoin, comme la crypto en général, ne sera un succès que si c'est le cas demain. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on est plus dans l'Internet de 95-96, qui est compliqué, qui fait mal à la tête, qui est un peu hostile, quoi. Voilà, non, c'est pour les gens qui s'y intéressent vraiment, mais c'est vrai que pour onboarder le grand public en fait sur ces réseaux-là, c'est encore un petit peu compliqué. Les adresses sont compliquées, c'est un peu anxiogène, voilà, Ouais, d'utiliser ces réseaux-là. Après, une fois non, qu'on l'a fait, tout ça à passe fait. tout seul. Mais il faut faire la première fois. Voilà, c'est pour ça il faut toujours d'ailleurs envoyer des petites sommes pour voir si ça marche, et puis après derrière envoyer des plus grosses, histoire d'éviter des catastrophes, comme j'imagine bien des gens ont dû connaître. Et Tout à donc, fait. donc tu t'es penché sur ce Lightning Network. Tu t'es dit c'est génial. Il y a une vraie innovation technologique autour du protocole Bitcoin. Et en gros, qu'est-ce que je peux en faire? C'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, alors là, ça nous est venu assez naturellement, c'est de se dire, c'est comme infrastructure de paiement, ça marche, mais il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est l'utiliser pour et l'appliquer sur des produits financiers plus classiques, et notamment sur des produits dérivés. En fait, on pourrait créer une plateforme de trading qui s'appuie sur le Lightning Network pour permettre des transferts instantanés depuis le wallet d'un utilisateur vers la plateforme et vice-versa. Puisqu'on peut transférer ses fonds instantanément, on peut créer une toute nouvelle expérience de trading dans laquelle un utilisateur n'a pas besoin de laisser ses fonds sur une plateforme de trading. Pourquoi? Parce qu'il peut les transférer instantanément. Nous, en parallèle de Belém, on gérait des fonds aussi crypto investis sur des plateformes de marché. On a toujours trouvé cette expérience très dure, c'est dont on parlait. Faire des transactions en fait de son propre wallet, ce qu'on appelle en stockage à froid, vers une plateforme de marché et vice versa, c'est une expérience hyper stressante. Si tu l'as fait, tu C'est la vrai. connais. Tu la connais. Il y a puisque les transactions sont irréversibles, on a toujours une petite goutte avant de la faire parce qu'il faut s'assurer que l'adresse est exactement la bonne, qu'il n'y a pas eu de phishing, qu'on s'est pas trompé, qu'on n'a pas inversé montant frais de transaction, donc c'est un process qui est assez stressant, qui prend du temps, puisque dans Bitcoin c'est de l'ordre de 10 minutes pour un transfert classique, voire entre 10 minutes et 1 heure, et qui a des frais de transaction importants. Donc au final, comme c'est une expérience assez déplaisante, ce qu'ont tendance à faire les gens, et ce qui est une mauvaise chose, comme on l'a vu encore et encore dans l'histoire de Bitcoin, c'est laisser les fonds sur la plateforme de marché. Voilà, c'était le cas chez MTGOX à l'époque, c'était le cas chez FTX encore très récemment, et on a vu encore et encore que c'est une très mauvaise pratique de faire ça parce que quand vous laissez des fonds sur une plateforme de marché, ces fonds sont plus à vous, et si la plateforme de marché fait faillite, vous perdez vos fonds. Vous rentrez Sachant dans que une bien bataille souvent, en légale. plus, à l'époque, là, toutes les places de marché n'étaient pas des conservateurs officiels. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un mélange un peu des genres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas laisser forcément tous nos fonds sur des places de marché, on va dire, de la finance traditionnelle. Mais c'était un standard total dans le monde Bitcoin, ce qui est voilà, une erreur peut-être de jeunesse. Donc, Tout à not fait. your keys, not your coins. On dit toujours, pas vos clés, ce n'est pas vos tokens, vos jetons. Et c'est vrai, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de la maison du Bitcoin. C'est important de pouvoir aussi faire sa propre conservation d'actifs numériques sur des clés comme Ledger. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on s'est dit, avec l'émergence du réseau Lightning, il y a un nouveau modèle qu'on peut faire dans lequel les fonds des utilisateurs, puisque en Lightning, on peut instantanément faire ces transferts qui sont beaucoup moins stressants et qui coûtent pas d'argent et qui sont très simples, en fait, on va l'utiliser pour créer une plateforme de trading. Et c'est l'idée d'Ellen Markets. Donc, c'est ce on a commencé à travailler dessus en 2019 et on l'a lancé début 2020. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut traiter ce qu'on appelle les produits dérivés, donc qui sont dérivés de la valeur d'un actif sous-jacent. Cet actif Qu'est-ce que sous-jacent, ça veut dire? c'est Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais pour les gens qui n'y comprennent rien, qu'est-ce que ça bien veut dire sûr. un produit dont la valeur est dérivée du sous-jacent? Eh bien, par exemple, il y a les produits. Par exemple, les- je prends souvent l'exemple du pétrole. Par exemple, si vous êtes une compagnie comme Air France,
Si vous êtes le trésorier d'Air France, vous avez vendu des places sur votre vol, vous savez combien votre vol est rempli, vous savez exactement combien vous allez gagner parce que vous avez vendu toutes ces places, mais ce que vous savez pas encore, votre vol a lieu dans 6 mois, c'est quel sera le cours du baril de pétrole dans 6 mois. Voilà, c'est ça votre principale incertitude, c'est quel sera ce cours-là. Donc, comment faire pour se prémunir contre les variations du cours de pétrole? C'est pour ça, à la base, que les produits dérivés ont été créés. C'est des produits qui permettent de se couvrir contre, si vous voulez, les risques de variation du cours du pétrole. Et ça existe depuis la Grèce antique. Il y avait des produits dérivés sur l'huile d'olive, au Japon, sur le riz, au XIIe siècle, etc. Donc, ce que peut faire un trésorier, par exemple, le trésorier d'Air France, c'est qu'il peut se dire soit je fais rien. Ok, je fais rien et on verra bien. Ok, et si avec un peu de chance, le cours du baril de pétrole restera fixe ou sera plus bas, et à ce moment-là, on me dira que j'ai très bien géré. Mais c'est quand même assez risqué parce que si le cours du pétrole monte, à ce moment-là, il y a un risque que je perde de l'argent sur mon avion. C'est ça qu'on est trésorier, on n'a pas envie. Donc, en tant que trésorier, on peut avoir recours généralement à 2 grands types d'instruments sur les produits dérivés. C'est ce qu'on va appeler les contrats à terme et les contrats optionnels. Donc, contrat à terme, en anglais, on emploie souvent le terme de forward et futur. Un contrat à terme, ça va être de dire, je vais rentrer dans un contrat. Aujourd'hui, le baril de pétrole, on va dire, est à $90. Je vais rentrer dans un contrat pour l'acheter à $90 dans 6 mois. Voilà. Je vais fixer ce cours aujourd'hui, donc je sais à combien je vais l'acheter dès maintenant. Et en fait, dans 6 mois, soit il sera au-dessus, soit il sera en dessous, mais c'est pas grave parce que je saurai exactement à combien je vais l'acheter. Donc ça, c'est les contrats à terme. Et il y a des contrats optionnels. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est l'idée de dire, je veux acheter le droit de l'acheter à $90 dans 6 mois. Et ça a un prix. Donc on va dire que je vais payer aujourd'hui $10 pour acheter le droit d'acheter un baril à $90 dans 6 mois. Si le baril est au-dessus, s'il est à $200, je vais vouloir exercer cette option. S'il est en dessous, je vais pas vouloir l'exercer. Voilà un peu à quoi ça sert les produits dérivés dans la finance traditionnelle. Merci beaucoup, Romain, pour cette explication. Alors, il y a 3 grandes utilisations. En gros, il y a la couverture, spéculation et l'arbitrage. Et les produits dérivés dans la finance, c'est une quantité astronomique. Ça représente une quantité astronomique puisqu'on estime que le montant notionnel des produits dérivés dans le monde, c'est 600 trilliards de dollars, donc par an de volume. Donc c'est 600, c'est énorme. C'est monstrueux. Alors, en parallèle, par exemple, la valeur totale de Bitcoin, c'est 1000 milliards de dollars. C'est un ordre d'idée un peu différent. C'est un petit joueur par rapport à tout ça, bien sûr. Tout petit. Donc, ces produits dérivés, ils sont apparus aussi sur Bitcoin dès 2013-2014. Donc là aussi, avec des contrats à terme sur le cours Bitcoin US dollar et des contrats optionnels. Enfin, Bitcoin US dollar, ça peut être autre chose, ça peut être euro, mais le plus populaire est Bitcoin US dollar. Et des contrats optionnels. Et nous, on a décidé. Alors, pour rentrer dans ces contrats, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on doit envoyer ce qu'on appelle une margin, une sorte d'appel de marge à la plateforme pour pouvoir ouvrir cette position. Et ces contrats, ils peuvent se coter en Bitcoin. Et ça nous intéressait parce que un appel de marge, qu'est-ce que c'est, pareil, pour ceux qui ne comprennent pas? Parce qu'il y a un film très connu qui s'appelle Margin Call, d'ailleurs. Exactement. Qui est un excellent film. Exactement. Absolument. En fait, pour rentrer dans ces contrats, donc c'est des contrats où on va pas échanger l'actif sous-jacent, mais où on va échanger une variation de prix. Mais dans le cas du trésorier d'Air France, ce qui va échanger à la fin, c'est la variation entre le cours du pétrole à l'expiration et $90, mais pas le baril de pétrole en tant que tel. Et pour garder ces positions ouvertes et pour s'assurer en fait que le trésorier d'Air France ou sa contrepartie sera bien en mesure de pouvoir payer la différence à l'expiration, il y a ce qu'on appelle un système de dépôt de garantie et d'appel de marge. Donc, vous devez déposer un certain montant en garantie et faire des appels de marge pour prouver que vous êtes toujours en mesure, in fine, d'assurer la livraison de la différence de prix. Très clair, très clair. Donc, voilà. Donc, pour ouvrir une position sur les produits dérivés en Bitcoin sur LN Market, vous devez faire un premier dépôt de garantie et il peut y avoir des appels de marge. Et sur ces produits-là, ce dépôt de garantie, cet appel de marge, ce sont des produits qu'on va coter en Bitcoin. Et alors, pourquoi c'est intéressant que ce soit en Bitcoin ou
plus précisément en Satoshi, qui est la plus petite unité, hein, c'est des pouillèmes de Bitcoin. C'est un 100 millionième, c'est ça? Un Satoshi. Exactement. Ouais. C'est la plus petite, exactement, la plus petite unité de Bitcoin. Sur le réseau Lightning, comme on peut faire des transactions instantanées à très faible coût, on fait souvent des transactions de petits montants, donc on cote en Satoshi. On va avoir l'habitude de parler en Satoshi et de dire j'envoie 1000 Satoshi ou 5000 ou 100 000 Satoshi plutôt que des Bitcoins. Et donc, sur ce réseau Lightning, aujourd'hui, on ne peut échanger que des Bitcoins, que des Satoshi. Donc, ça n'aurait pas eu de sens de faire une plateforme de trading en euros ou en dollars, etc., puisque de toute façon, on ne peut pas les échanger sur le réseau Lightning. Oui, puisqu'en fait, ils sont pas le dollar et l'euro ne sont pas représentés dans le réseau Bitcoin. Il n'y a que du Bitcoin. Que du Bitcoin aujourd'hui. Voilà. Ça peut peut-être changer demain, mais pour l'instant, puisqu'il y a des équipes, et notamment une équipe américaine qui travaille là-dessus, sur représenter d'autres types d'actifs sur le réseau Lightning, mais pour l'instant... C'est Lightning Labs, c'est ça? Exactement. C'est Lightning Labs, c'est Lightning Labs qui travaille sur ce qu'ils appellent des Taproot Assets, parce que suite à une modification de Bitcoin, voilà, on peut représenter des actifs comme des stablecoins, des jetons indexés sur le dollar, etc., sur le réseau Lightning. Et donc, en fait, on vient du monde des produits dérivés. Ces produits dérivés ils peuvent se traiter en Bitcoin. Sur le réseau Lightning, on peut les échanger instantanément. Donc, ça faisait beaucoup de sens pour nous de lancer LN Market. Ce qu'on a fait en mars 2020. Le 11 mars 2020, et alors pour se remettre dans le contexte, c'était assez compliqué parce qu'en fait, on travaillait dessus depuis 6 mois, quelque chose comme ça, et puis on lance la version live. Et puis... c'est le début du Covid en fait. C'est le début du Covid et donc début du grand confinement. Donc tout le monde est coincé chez lui et en même temps Bitcoin qui était à peu près stable entre 9 et 12 000 $ depuis 2-3 ans plonge à 3-4 000 $ la veille du lancement de la plateforme. Voilà. Donc on voit tout ça pas très serein. Ça fait déjà 4 ans qu'on travaille là-dedans, qu'on se consacre à ça. Tu lances ta plateforme le jour où ça s'écroule, bon, tu passes une mauvaise nuit, quoi, globalement. Mais au final, ça a été une chance, même si on le voyait pas sur le moment, parce que d'une part, les gens étaient chez eux, donc ils avaient plein de temps pour expérimenter ce nouveau produit, et de deux, parce que on a lancé LN Market au moment où le Bitcoin a entamé sa montée de 3 000 vers 68 000 $. Et donc, ça nous a permis d'avoir aussi un environnement de marché extrêmement positif et donc des volumes. Donc, tout de suite, en fait, une communauté utilisateur assez fournie, assez enthousiaste. Mais justement, comment vous avez eu votre première communauté d'utilisateurs? En fait, on a fait aucun marketing payant ou pub, etc. On n'en a jamais fait d'ailleurs. On a juste produit du contenu et on l'a diffusé sur Twitter, on l'a envoyé à des Bitcoin Magazine et des choses comme ça pour dire on va créer la première plateforme de trading sur le réseau Lightning, ça va être complètement nouveau puisque les gens vont pouvoir ouvrir des positions directement depuis leur wallet, transférer des fonds instantanément dans un sens et dans l'autre. Et en fait, ça a été du bouche à oreille. Voilà, on a nous-mêmes été assez surpris par l'engouement. On est passé assez rapidement à plusieurs milliers d'utilisateurs, ce qui était bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer, à faire des volumes de transactions bien supérieurs là aussi à ce qu'on avait pu imaginer. Tu as quelques chiffres à nous donner sur les volumes? Enfin, aujourd'hui, LN Markets, qu'est-ce que c'est en termes de volume? Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 millions de dollars de volume par mois. Voilà. Sachant qu'on a pris une approche assez précautionneuse parce que construire sur le réseau Lightning, c'est un réseau extrêmement nouveau, où tout était à faire. Hein, donc, on a mis initialement des limites de trading très basses, hein, le temps de s'assurer qu'on maîtrisait bien ce qu'on faisait, qu'on a augmenté progressivement. Et donc, ouais, on a des journées où on peut faire 10 millions de dollars de trading, de volume de trading par jour, etc. Donc, voilà, on est très content de cet engouement-là. On a une communauté d'utilisateurs qui est hyper supportive, comme on dit en anglais, hyper enthousiaste, engagée, engagée, qui nous aide beaucoup à améliorer la plateforme. On a été un peu des pionniers sur un certain nombre de nouveaux protocoles sur Lightning. Donc, en termes d'expérience utilisateur, on a toujours fait très attention à ça, c'est-à-dire s'assurer que on avait
on faisait quelque chose de simple, d'abordable, et on donnait des interfaces, voilà, les plus simples possibles. Donc voilà, donc le projet s'est très bien passé. On a pu assez rapidement lever des fonds du coup auprès de Bitfinex, qui est une grosse place de marché de Bitcoin, de Fulgur, qui est un fonds dans l'écosystème, et d'Arcario, qui est une société spécialisée Bitcoin qui est listée au Nasdaq de Stockholm, je crois. Voilà. Et surtout, ce qui est top, du coup, c'est qu'on a pu commencer à construire une équipe de passionnés comme nous, et petit à petit agrandir du coup l'équipe Allen Markets et s'entourer de gens plus jeunes que nous, absolument passionnés par Bitcoin, par son évolution, par ses technologies, et donc de construire des expériences sur Bitcoin de plus en plus intéressantes, on le trouve. Et par exemple là, on travaille sur, bien sûr, voilà, Allen Markets, c'est ce qui occupe l'essentiel de notre temps, de notre activité, d'autant qu'on a une activité assez soutenue depuis le début de l'année. Je pense que d'ailleurs l'effet FTX a joué, puisque FTX a montré que la faillite d'FTX a montré que c'était une très mauvaise pratique de laisser ses fonds sur des plateformes de marché. Justement, avec Allen Markets, les fonds restent le moins longtemps possible sur Allen Markets. Dès qu'une position est fermée, on peut les récupérer sur son wallet. Donc, on a vu une très forte accélération cette année de nos utilisateurs, de nos volumes, etc. Et en parallèle, on travaille sur un autre projet qui nous tient aussi beaucoup à cœur. Parce qu'il n'y a pas seulement le Lightning Network qui est construit sur Bitcoin, il y a d'autres protocoles également qui se construisent sur Bitcoin, et notamment un qui a été proposé par le fondateur du Lightning Network, enfin par une des deux personnes qui a coécrit le livre blanc du Lightning Network, qui s'appelle Tajay Drija, qui est un chercheur au MIT. C'est lui qui dirige le Digital Currency Initiative du MIT, qui a proposé un autre protocole appelé Discrete Log Contract, où l'idée, en gros, c'est de faire des smart contracts sur Bitcoin. Voilà, de faire des contrats intelligents, invisibles sur le réseau Bitcoin, avec la sécurisation du protocole Bitcoin. Donc là, on vient frontalement attaquer Ethereum quand même, ou finalement le selling, le USP d'Ethereum versus Bitcoin. Oui, alors c'est une approche très différente, encore une fois, parce que dans la communauté Bitcoin, on fait très attention à la sécurisation, à pas prendre trop de risques. On se dit que voilà, le but de Bitcoin, c'est vraiment de créer une monnaie qui puisse être une alternative à l'euro, au dollar, etc. Donc, faites très attention à la sécurisation possible. On dirait que c'est une approche différente. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui se fait. C'est une approche différente, puisque sur Ethereum, on est plus sur l'idée d'un grand ordinateur virtuel, l'idée de pouvoir expérimenter beaucoup, aller vite, casser des choses, et ce qui a permis d'ailleurs des innovations très fortes et beaucoup plus rapides, bien évidemment, sur le réseau Ethereum. Sur le réseau Bitcoin, c'est parfois frustrant quand on est développeur ou on travaille dans le sujet, mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre beaucoup plus son temps et à prendre une approche plus sécurisée. Donc, par exemple, sur le réseau Ethereum, on peut faire des contrats, ce qu'on appelle Turing Complete, c'est on peut faire des boucles. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui est toujours pas possible. On a une approche beaucoup plus stricte dans ce qu'on peut développer sur Bitcoin, mais ça va dans le sens de la sécurisation du réseau qui, pour moi, reste l'enjeu le plus important. Donc, c'est quelque chose qui nous convient très bien. C'est pourquoi aussi on a voulu construire sur Bitcoin, c'est pas seulement la sécurisation, c'est aussi parce que, de par cette sécurisation, pour nous, Bitcoin restera, quoi qu'il arrive, le meilleur actif numérique, ou le meilleur, ça sera toujours la valeur étalon, parce que c'est la valeur la plus sécurisée, c'est la valeur la moins attaquable. Donc, quand on construit une infrastructure de marché, ça a du sens pour nous de la construire sur l'architecture qui a la monnaie la plus sécurisée, donc Bitcoin. Voilà. Et on pense que ça a de la valeur aussi pour des institutions financières. Et donc, avec ces smart contracts sur Bitcoin, on peut commencer à réfléchir à de nouvelles logiques. Et là, on travaille sur un système de clearing de produits dérivés basé sur les smart contracts Bitcoin pour des institutions financières. Donc là, on s'adresserait plus à des institutions financières, mais l'idée, c'est d'utiliser le réseau Bitcoin
pour gérer ces appels de marge de façon transparente et extrêmement sécurisée. Voilà. Ça, c'est un autre projet où on est au tout début. Bravo, bravo. Et alors, du coup, quel est alors, est-ce que on va dire Lightning, enfin, LN Markets existe tel qu'il est aujourd'hui. Et quelle est ta vision justement pour le développement de LN Markets et aussi quelle est ta vision pour, on va dire l'adoption, enfin des grands enjeux autour de la technologie Bitcoin et blockchain d'ailleurs en général aujourd'hui. Tout à fait. Nous, ce qu'on veut continuer à faire, c'est construire sur Bitcoin. Donc, utiliser, on voit qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont en train d'arriver et qui sont extrêmement intéressants. Donc, pour nous, Lightning a beaucoup de sens pour faire du trading instantané. Ce qu'on appelle les DLC, donc des smart contracts sur Bitcoin, a beaucoup de sens pour faire de la compensation de produits dérivés. Il y a également, comme on l'a dit, des nouveaux jetons qui vont arriver sur le réseau Lightning. Donc, ça aura du sens à ce moment-là de faire euh, du, euh, du spot trading, donc d'échanger des jetons les uns contre les autres de façon sécurisée, de façon atomique, comme c'est le cas sur Ethereum. Donc, c'est de continuer à proposer les services financiers sur ce qui, pour nous, est la meilleure architecture financière. Voilà, Alors donc juste ça, c'est atomique, hein, qu'est-ce que ça veut dire atomique? Ça veut dire que en fait, on les enchaîne. Quand on fait un échange d'actifs, on les échange pas les uns après les autres. C'est en même temps que ça se fait. Voilà. exactement. C'est soit ça se fait, soit ça se fait pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. En finance traditionnelle, il y a souvent un entre-deux. Il y a souvent ce qu'on appelle un suspens quand on fait du règlement livraison de titres. Une des contreparties reçoit une des jambes du trade et pas l'autre. Ça ne peut pas arriver avec quelque chose d'atomique. Exactement. Tout à fait. Donc notre vision, c'est de continuer à développer là-dessus. Et puis pour l'écosystème au sens large, il y a deux gros enjeux pour moi aujourd'hui. C'est d'une part l'expérience utilisateur. Donc ça, on en a parlé, elle est fondamentale. On doit construire des, des interfaces plus simples, on doit construire des mécanismes plus simples de gestion. Tu parlais de Ledger. Ledger a été pionnier là-dedans hein, et a fait un très très bon boulot dans le côté gérer vous-même vos clés de façon simple. Voilà. Abstraire un peu cette difficulté-là et créer un produit abordable, simple, qui puisse permettre de. Et je pense qu'ils ont été fondamentaux dans l'émergence qu'a pris la crypto ces dernières années. On peut continuer dans cette direction. Voilà, c'est un premier gros enjeu. Et le deuxième, on le voit en ce moment et c'est d'actualité, c'est quel cadre un peu je veux dire réglementaire est en train de s'appliquer au Bitcoin et à Bitcoin et à la crypto dans le monde entier. On est à un moment, on le voit un peu charnière. Suite à la déroute d'FTX, il y a eu aux États-Unis notamment un mouvement assez fort de reprise en main du secteur, à tel point que voilà, des grands du secteur comme Coinbase ont envisagé de quitter les États-Unis tout simplement. Et en parallèle, en balancier, on voit de nouveaux acteurs financiers plus traditionnels qui sont en train de pousser pour eux-mêmes rentrer sur ce marché-là. Donc, on parle beaucoup en ce moment de BlackRock, ou de Fidelity Digital Asset, ou de ARK, qui veulent faire des ETF Bitcoin. Alors désolé pour le jargon, mais un ETF, donc c'est un produit. L'idée, c'est de faire un produit accessible au grand public, qui puisse permettre à tout le monde justement d'avoir une exposition aux variations du cours de Bitcoin, mais sans avoir à gérer la détention des Bitcoins eux-mêmes, sans avoir à gérer les bitcoins eux-mêmes. Alors, ce pourquoi on en parle beaucoup, et c'est un peu une arlésienne depuis longtemps, hein, quand on a commencé en 2015, on parlait déjà de l'ETF Bitcoin. C'est Ce vrai. pourquoi on en parle beaucoup, c'est que sur l'or, au début des années 2000, hein, quand il y a eu, quand l'ETF or a été approuvé, c'est ce qui a été approuvé. C'est ce qui a amené à une explosion de la valorisation de l'or et des échanges de l'or. Hein, donc, c'est ce qui a permis de rendre accessible au plus grand nombre cette matière première, et donc sans détention physique, hein, mais en ayant cette exposition au cours. Et donc, nombreux sont ceux qui pensent qu'un ETF Bitcoin pourrait avoir le même effet, c'est-à-dire explosion de l'intérêt, des cours, etc. Et ces ETF, cet ETF-là, donc des institutions crypto traditionnelles, ont fait plusieurs candidatures, plusieurs applications qui ont toujours été refusées par le gendarme boursier américain. Et là, on voit mal comment BlackRock pourrait à terme être empêché de faire un ETF Bitcoin. Et donc ça va être
Avec assez Coinbase d'ailleurs. Je crois avec Coinbase, ouais. avec Coinbase, ouais. Ouais, tout à fait. Ils Donc sont ça tous va avec être Coinbase d'ailleurs. Je crois que Fidelity aussi est avec Coinbase, enfin je crois. Hein. ouais, Mais enfin, ce bah qu'il ils faut ont savoir, c'est que BlackRock, copié là-dessus. Fidelity, on parle de gestionnaires d'actifs qui gèrent des trilliards de dollars. Euh, Tout à fait. donc on parle de mastodontes en fait. C'est les plus grosses institutions financières mondiales. Bah, BlackRock, c'est le plus grand gérant d'actifs mondial, ouais, tout à fait. Exactement. Donc c'est quand même un signal très fort, on va dire, de la normalisation du Bitcoin aujourd'hui. Tout à fait, c'est un signal très fort. Alors, on n'y est pas encore, mais bon, je pense que ça va se faire. Hein. C'est un signal extrêmement fort et c'est aussi extrêmement intéressant dans l'histoire de Bitcoin, un peu, je trouve, parce que on est, il y a un blogueur américain que j'aime bien qui dit que on est un peu à une intersection pour Bitcoin, hein, où en fait Bitcoin ça a été conçu et ça a été créé un peu par voilà, des cypherpunks, des punks du chiffrement, dont le but était de créer une monnaie indépendante d'une institution centralisée, etc. Donc avec une vision un peu libertarienne, etc. Et là, on a un peu, en quelque sorte, un Bitcoin Wall Street, hein, ou un Bitcoin trademark qui est en train d'arriver avec la plus grande institution financière au monde, qui commence à, et donc le CEO Larry Fink de BlackRock qui commence à prendre la défense du protocole Bitcoin en live à la télévision américaine. Et donc c'est un nouveau chapitre en quelque sorte qui s'ouvre dans l'histoire de Bitcoin et qui va amener, c'est sûr, également son lot de controverses aussi, hein, puisque Bitcoin c'est un réseau qui se veut décentralisé, accessible à tous, neutre. Et on pressent que il y aura forcément hein, ce modèle va être attaqué, on le pressent fortement, de la même manière que Coinbase au moment du débat sur Bitcoin, sur est-ce qu'on doit augmenter le volume de transactions ou pas, avait pris expressément parti sur le fait d'augmenter ce volume de transactions. Et demain, si on a BlackRock qui a un énorme ETF sur Bitcoin et donc qui contrôle on sait combien de Bitcoin. Est-ce que cette institution financière sera en mesure d'influer sur le protocole? Tout ça, c'est des questions passionnantes dont on n'a pas du tout la réponse aujourd'hui, mais ça va être forcément un gros enjeu. Non, évidemment, évidemment. Et est-ce que, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses à nos questions. Est-ce que tu aurais, pour nos auditeurs ou ceux qui nous regardent sur YouTube, des lectures ou des sites à regarder pour justement se renseigner un peu plus sur le Lightning Network, sur le réseau Bitcoin, sur les enjeux à venir du secteur? Oui, alors déjà avec Ellen Markets, on fait une newsletter et un blog. Voilà. Donc on a une newsletter à peu près mensuelle où on essaie d'interviewer des acteurs clés du secteur. Donc voilà, je la recommande parce que ça permet d'avoir un éclairage bizarrement, voilà, sans biais aucun. Et on a un blog s'appelle blog.ellenmarkets.com sur lequel chaque semaine on suit l'actualité du Lightning. C'est Fanny chez nous qui fait ça et il le fait très bien. Maintenant, au-delà de ma promo personnelle, il y a un développeur Bitcoin qui s'appelle Jameson Lopp, L-O-P-P, qui a compilé un site avec une impressionnante liste de ressources sur tout ce qui est Bitcoin et Lightning. Et c'est vraiment, voilà, c'est extensif. Hein, il y a beaucoup de ressources, donc voilà, faut pas hésiter à aller consulter ce qu'a fait Jameson Lopp. Et après, je pense que comme introduction, si on veut vraiment comprendre le protocole Bitcoin, j'y reviens, mais j'avais trouvé que le textbook de Princeton, donc on peut le trouver sur Internet, hein, c'est un cours qui avait fait Princeton sur le Bitcoin. Ouais. Voilà, il était vraiment excellent pour commencer à le comprendre. D'accord. Et si on est un peu plus développeur, les livres d'Andreas Antonopoulos sont hyper intéressants également. Magnifique. Écoute Romain, je te souhaite et à Hélène Markets un très bon été et surtout une très bonne rentrée. On verra si BlackRock et Fidelity ont réussi à avoir leur ETF spot Bitcoin approuvé, je le souhaite. Et j'espère te recevoir à nouveau très vite sur le podcast From the Block. Merci beaucoup, plaisir. Romain. Merci beaucoup pour ton invitation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block.
Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître des voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.